Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, on reçoit Alexis Langlois et Marine Atlan, la réalisatrice et la chef opératrice du film Les Reines du Drame, qui figure dans les coups de cœur du festival cette année. Alexis, Marine, bonjour. 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 Les Reines du Drame est ton premier long métrage, Alexis. Ça se passe en 2055. On retrouve Stevie Shady, un youtubeur joué par Bilal Hassani, qui nous raconte le succès fulgurant de Mimi Madame Moore, sa pop star préférée, et sa descente aux enfers qui est liée à son histoire d'amour avec Billy, une icône punk, qui essaye aussi de percer dans la musique. Alors pour commencer, Alexis, en te projetant dans le futur, en 2055, qu'est-ce que tu voulais raconter de notre époque ? Oh, question droit. Bref, première question très intéressante. Et ben, en fait, quand j'ai commencé à écrire le film, j'ai tout de suite imaginé comme un conte, puisque j'aime bien la dimension symbolique des contes et le fait que justement, ça traverse les époques et ça nous parle, ça parle d'angoisse ou ça parle de choses plus profondes. Et là, parce que le film commence en 2055, mais c'est un long flashback, parce qu'en fait, il commence vraiment en 2005, puis en 2015, comme ça, il y a plusieurs chapitres. Et l'idée, c'était effectivement, ça me paraissait plus facile de faire ce pas de côté-là pour parler de nous aujourd'hui et notamment du rapport à la norme qui est, je crois, voilà, le film raconte des personnages qui luttent pour être eux-mêmes et qui n'y arrivent pas à cause de la pression normée ou la pression de la norme, le patriarcat, appelons-le comme vous voulez. Mais voilà, et effectivement, le fait que ce soit pas aujourd'hui, c'est peut-être plus facile de comprendre et d'analyser un peu nos comportements aujourd'hui, justement, d'avoir cette distance-là. Ça nous permet d'avoir ce miroir plus clairement, quoi. En parlant du temps, dans ce film aussi, tu questionnes la vieillesse des stars, le vieillissement des stars. Qu'est-ce qui t'interroge à ce sujet ? Ben, le film est dédicacé aux stars has-been et justement l'idée c'était de raconter une grande histoire comme un grand mélodrame comme ceux que j'aime, comme notamment ceux de Douglas Sirk, mais avec des personnages que les gens trouvent plus, comment dire, frivoles ou moins intenses, moins denses. Toutes ces chanteuses des années 2000 que moi j'adore, comme par exemple voilà, Mimi Madamour est un amalgame entre Mariah Carey, Laurie, Priscilla, etc. Et voilà, et l'idée c'était vraiment de poser un regard amoureux sur toutes les... Enfin, en tout cas, montrer mon regard amoureux à travers ce film pour toutes ces stars, ces starlettes qu'on dit pas intéressantes. Et l'idée, c'était vraiment de montrer la profondeur aussi de toutes ces stars et aussi d'avoir justement un regard plus doux avec celles et ceux que tout le monde trouve soit ringards, soit has-been. Et c'est plutôt d'en faire des icônes, des grandes icônes. Justement, on va en reparler juste après. J'avais juste une question pour Marine avant. Tu as déjà travaillé avec Alexis sur Les démons de Dorothy, je crois, en lumière aussi. Qu'est-ce qui te plaisait là dans ce nouveau projet, Les Reines du Drame ? J'ai l'impression que Les Reines du Drame, c'est la continuité aussi de notre collaboration. Enfin, effectivement, on se rend compte sur Les démons de Dorothy. Et tout de suite, je crois qu'on se rend compte aussi qu'on a une cinéphilie commune, qui a vraiment un cinéma classique hollywoodien, le cinéma de Palma, qui nous parle à toutes les deux. Et du coup, quand on se rencontre, Alexis me parle assez vite en fait des Reines du Drame, que tu es déjà en train d'écrire à ce moment-là. Après, c'est une longue collaboration où on parle de cinéma, on va voir des films ensemble. On est allé voir, je me souviens, la reprise de West Side Story ensemble. C'est là qu'on s'est mis même à parler des couleurs des Reines du Drame. Donc c'est vraiment une collaboration au long cours quoi, qui s'est faite. Tout à l'heure, Alexis, tu parlais du fait d'être soi-même. Les Reines du Drame, c'est un film queer, en particulier par son casting, par son esthétique. Est-ce que tu voulais faire un film militant ? Oui, d'ailleurs c'est très drôle, quelqu'un m'a posé la question en disant, lors d'une autre interview, une journaliste disait c'est super parce que c'est pas un film militant. Et du coup, je lui ai dit ah oui. J'étais assez étonné de cette remarque. Elle me dit oui, c'est pas militant puisque en fait, on rentre dans l'histoire et on est touché par ces personnages. Et je lui ai répondu mais est-ce que c'est pas ça justement finalement, c'est la dimension militante du film, c'est-à-dire que peut-être ça vous a fait changer véritablement par l'émotion. Mais donc oui, moi évidemment, c'est un film pour moi il y a une évidente dimension militante parce que c'est un film qui s'excuse pas d'être ce qu'il est, c'est des personnages qui s'excusent pas non plus d'être qui ils sont, même si
c'est un long chemin pour affirmer justement ces identités-là. Mais le film, voilà, il est aussi militant parce qu'on a essayé de constituer une équipe quasiment entièrement queer. Bon, alors elle l'est pas entièrement, mais il y a bien 80% des personnes qui l'étaient. Et puis, je pense que tout le monde était investi dans le projet. Enfin, ça a résonné à un endroit bien précis chez chaque personne de l'équipe. Donc, je pense que ça aussi, cette manière de faire est militante. Et voilà. Et après, effectivement, ce que cette journaliste a dit et qui je trouvais peut-être même maladroitement, c'est aussi un film qui, malgré sa dimension queer et cette dimension, encore une fois, qui s'excuse pas d'exister, c'est quand même un film qui essaye de tendre la main. Enfin, c'est des personnages. Je pense que le film, il a envie de transmettre cette histoire d'amour. Et effectivement, le fait d'aimer les personnages, ça peut passer ça peut être aussi une dimension militante, quoi. Tout à l'heure, on parlait du vieillissement des stars. Et moi, au tout début, j'ai été très marquée par Asia Argento et Mona Soyoc, qui incarnent justement ces stars un peu oubliées, les stars du passé. Comment tu as travaillé avec elles? Comment j'ai travaillé avec elle? Bah, un peu de la manière dont j'ai travaillé avec tout le monde. On a fait quand même pas mal de répétitions. Et l'idée pour trouver ces personnages qui, encore une fois, comme toutes ces chanteuses, enfin toutes les chanteuses du film, c'est un peu un amalgame. Parce que comme le film fonctionne en vase clos, il n'y a quasiment aucune référence au monde extérieur, peut-être juste aux Spice Girls. Mais sinon, c'est que des stars qui doivent nous évoquer un imaginaire commun, mais en même temps que c'est pas les vraies stars. Donc par exemple, Asia, on a travaillé, on a regardé des choses autour de Mylène Farmer, Ariel Dombal qu'elle connaît bien. Donc du coup, c'était vraiment de créer une diva qui nous évoque plein de divas qu'on connaît, et c'est-à-dire qu'il fallait que ça soit un personnage aussi nouveau soit-il, il fallait quand même que, comment dire, que ça nous évoque quelque chose, qu'elle soit familière, quoi. Et Mona, c'était encore plus particulier parce que Mona, il fallait presque travailler avec son. C'est une sorte de version, une autre version d'elle-même. Là où Asia, c'était plus un rôle de composition. Voilà, elle n'avait jamais joué une diva éthérée comme ça. C'est quelque chose d'assez loin d'elle. Donc ça, on a vraiment travaillé cette composition-là. Et Mona, l'idée, c'était de recréer presque des images d'elle plus jeune, quoi. D'ailleurs, l'image du clip des années 80, c'est clairement directement une citation. On a essayé de créer avec Marine, notamment à l'image, le clip qui s'appelle Never Come Back, quoi. Mais je suis assez d'accord avec toi, cette idée que tout fonctionne en vase clos. Enfin, je sais qu'il y a des références qui étaient un peu évidentes, peut-être à Britney Spears ou quoi, mais en fait, quand on regarde le film, on est tellement pris dans l'effervescence de ce collectif. Moi, c'est ça qui m'a marqué aussi. C'est l'aspect où tout fonctionne, les personnages fonctionnent vraiment ensemble. Et j'avais aussi une question par rapport au fait d'être fan, parce que tu questionnes certes les idoles, mais aussi le rapport qu'entretiennent les fans à ces stars. Comment t'es venue l'idée de faire raconter l'histoire par un youtubeur? Bah, encore une fois, comme je savais que le film, il y avait vraiment, je l'avais imaginé comme un conte, je savais que quelqu'un allait raconter cette histoire. Et ensuite, c'est vraiment en voyant une vidéo de Bilal, il y a 6 ans, au tout début de l'écriture, il racontait en fait son coming out, enfin pas son coming out d'ailleurs, son outing dans un collège catho, et il s'est fait virer. Donc c'était une histoire évidemment assez tragique, quoi, horrible. Et en même temps, il l'a raconté avec une certaine légèreté, et en fait on sent qu'il voulait vraiment donner de la force à sa communauté. Et cette vidéo m'a vraiment bouleversé, et je me suis dit, ah, en fait les youtubeurs sont un peu les conteurs des temps modernes. Et donc en fait c'est vraiment cette vidéo, je me suis dit, ah mais oui, le conte, le narrateur, il faut que ce narrateur soit youtubeur. Et donc c'est vraiment là dont voilà, est née cette idée de raconter du futur, que ce soit un vieux youtubeur, puis aussi, comme l'idée du film, il y a aussi cette idée du temps qui passe, qui est cool à un moment, ne l'est plus. Ben, je trouvais ça assez rigolo finalement d'inverser ces youtubeurs qui sont quelque chose de très contemporain, de les voir plutôt du futur, où en fait c'est déjà has-been d'être sur les réseaux, quoi. L'histoire, elle se déroule dans un univers hyper pop, très surchargé, très kitsch. Comment vous avez construit justement cette ambiance, la lumière ensemble? Je parlais de West Side Story tout à l'heure. Une des premières pensées du film, ça a été de réfléchir, enfin de l'image en tout cas, ça a été de réfléchir à comment, alors que le film traverse plusieurs époques, à plusieurs régimes d'image, que ce soit les émissions de télé, le club, enfin voilà, plein d'univers très différents, comment quand même garder une cohérence et une continuité dans l'image. Et on a réfléchi avec Alexis et elle m'a parlé du Technicolor, et on s'est dit bon bah on va essayer d'inventer ce Technicolor contemporain des années 2000-2010.
Et après, c'est un travail effectivement beaucoup aussi de discussion avec la déco. Enfin, il y a quand même vraiment l'idée d'une continuité, d'une direction artistique globale, notamment parce que c'est un film où on n'a pas des moyens démesurés, donc tout est important. Donc il faut vraiment communiquer entre les différents départements pour qu'il y ait vraiment une cohérence. Et après, il y avait cette idée que c'est quand même l'histoire de chanteuses qui sont sous le feu des projecteurs et qui veulent être sous le feu des projecteurs. Il y a vraiment l'idée de cette lumière qui brûle, de ce qu'on appelle des poursuites. C'est voilà, ces gros projecteurs comme ça qui viennent irradier un peu les peaux, et qu'à vouloir toucher le soleil, on se brûle les ailes, quoi. Et qu'il y a une dimension presque spectrale à un moment où la lumière brûle, quoi, annule presque les figures, quoi. Et voilà. Beaucoup de surexposition. Ouais. Mm. Et voilà, après, effectivement, il y a, je pense, l'envie, et ça rejoint le mélodrame, d'utiliser de l'expressivité, des couleurs, du mouvement, de la forme, quoi, pour pas que les émotions passent de manière intellectuelle, mais de manière sensible, en fait. Oui, complètement. Bah, c'est vrai que aussi ce qui crée le lien, il y a évidemment cette couleur, je pense, qui est vraiment, qui lie toutes les différents, comment dire, univers et peut-être régimes d'image, etc. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, comme tu le dis très bien, c'est toujours les émotions des personnages qui, en fait, amènent ces différents registres d'image. Donc, en fait, finalement, le film a quelque chose d'express. C'est réaliste parce que finalement, on est avec c'est les émotions qui transforment le décor. On est vraiment du point de vue des personnages. Par exemple, l'exemple le plus clair peut-être pour illustrer ça, c'est vraiment au moment du chagrin d'amour, quand le monde se détruit pour Billy, le monde n'existe plus, elle est complètement terrassée, et là littéralement l'image, le monde se transforme autour d'elle, etc. Donc on est assez proche d'un expressionnisme aussi. Ouais. Et tout en effectivement réfléchissant, puisqu'on est dans des univers qui sont codés, en tout cas on va chercher des univers, il y a les émissions de télé, regarder ces codes et voir comment on peut les détourner, s'amuser avec. Et donc par exemple l'esthétique du cinéma classique qui se retrouve dans la télé, comme ce qu'on appelle la lumière à 3 points, c'est-à-dire une face, un contre et une ambiance, qui est une lumière classique, qui en fait est reprise dans les codes de la télé, et que nous on va aller s'amuser à travailler pour la rendre expressionniste, quoi. Et pareil pour les fondus enchaînés, voilà, tout un univers, un langage en fait qui a été inventé au cinéma classique, repris ensuite par la télé, et que nous on va s'amuser à travailler pour que ça aille dans le sens du récit et des émotions des personnages. Ouais, presque réenchanter des choses, parce que ce qui est, encore une fois, le mouvement du film, c'est poser un regard doux et amoureux sur des choses que les gens trouvent ringardes. Et là, c'était presque de réenchanter une rhétorique classique qui était ringardisée par la télé. Et là, c'était presque de redonner du sublime à le fondu enchaîné, toutes ces techniques que nous, on adore. Oui, et puis je pense aussi, effectivement, la culture populaire, et on est quand même toutes les deux nées la même année. Je pense qu'on a grandi avec les mêmes images, et donc on a revu, évidemment, des clips, des émissions, La Nouvelle Star, toutes les choses aussi qui nous ont accompagnés dans notre adolescence, pour effectivement leur donner ce que ça nous a offert aussi quand on était adolescent, quoi. Le passage du clip de Mimi, justement, il fait très années 2000, mais en fait, il est totalement remis au goût du jour. Ça fonctionne très bien, en tout cas, je trouve. Et j'aime bien cette idée de passer de ce côté très réaliste à des côtés beaucoup plus sombres. Je pense à leur séparation, à Mimi et Billy, où on est dans un univers complètement sombre, très surchargé, les sacs poubelles colorés. Ça marque beaucoup les gens. C'est très marquant. Mais c'est très rigolo, c'est qu'en fait, on dirait que évidemment, c'était voulu, mais en fait, on a tourné en Belgique et les sacs poubelles bruxellois sont de cette couleur. Donc, c'est-à-dire que c'était un heureux hasard. Un jour, j'étais dans la rue, je me suis dit des sacs poubelles roses, il faut qu'on en ait dans le film. Mais voilà, en fait, c'était vraiment le hasard de tourner dans cette ville. Si on avait tourné à Paris, peut-être qu'on n'aurait pas eu ces sacs poubelles roses. Je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce pour se faire une idée. Bonjour à tous. Ici, c'est Stevie Shady, la plus grosse bitch des internets. Et j'ai moins de 2 minutes pour vous parler des reines du drame.
Les Reines du Drame. C'est l'histoire d'amour passionné entre Mimi Madamour, une chanteuse pop, et Billy Colère, une punk écorchée. Pendant 50 ans, les deux stars vont s'aimer et se déchirer devant les yeux ébahis de leurs fans en folie. Les Reines du Drame, c'est une comédie musicale queer qui va te faire saigner les yeux, les oreilles et le cœur. Ça tabasse. La musique ne séparera jamais, ok? T'étais vraiment la plus belle ce soir. Je voyais que toi dans la salle. Les Reines du Drame, la presse en parle. Pas de touche, si tu veux ma bouche. Les Reines du Drame, le seul film qui réconcilie les cunts et les punks, les mères au plongeon carré et les petites miss au nombril percé. Un film pour toute la famille, s'il te plaît. Alors mets-toi un rappel et note sur ton tel. Les Reines du Drame arrivent le 27 novembre au ciné et elles vont tout défoncer. Les Reines du Drame, un film de Alexis Langlois. Souviens-toi, les Reines du Drame, les Reines du Drame. Allez, bisous les morues. Dans les Reines du Drame, on a aussi évidemment le côté comédie musicale qui permet vraiment de faire avancer le récit, de suivre l'évolution des personnages, la transformation des personnages et de leurs relations. Pourquoi ta narration utilise la comédie musicale ? Parce que déjà je savais que je voulais faire une comédie musicale, je suis passionné de comédie musicale, j'avais même déjà fait un cours musical, c'est pas la même chose, mais il y a des liens, c'était aussi sur Un chagrin d'amour, etc. Et là, ça me paraissait la meilleure manière de raconter cette histoire, encore une fois, par rapport à l'expressionnisme dont on parlait tout à l'heure. C'est là, je savais que le récit avait besoin de ces chansons pour exprimer ces sentiments qui sont trop grands. C'est un film qui raconte une première histoire d'amour. Comme ces émotions sont plus grandes, ça s'appelle Les Reines du Drame, c'est plein de drames, mais je veux dire aussi au sens drama queen, c'est des personnes dont les émotions sont plus grandes que la vie. Et pour épouser ça, pour moi, il fallait que ce soit musical pour justement montrer toute la démesure de leurs émotions. Juste pour revenir un petit peu aussi sur les références esthétiques de tout à l'heure, mais qui sont aussi liées aussi aux références musicales, quelles sont justement vos références visuelles en termes de photos, de peinture peut-être aussi, de vidéos, parce qu'on a déjà beaucoup parlé de films. Est-ce qu'il y a d'autres artistes, d'autres œuvres qui vous ont marqué si on peut faire une sorte de mood board de ce film. Il y en a beaucoup. Ouais. Il y a vraiment... effectivement, le film traverse beaucoup d'univers esthétiques différents. Par exemple, l'ouverture avec Stevie, on a pu parler de Pierre et Gilles. Et en même temps réfléchir à effectivement la logique de ces vidéos de youtubeurs. Et en fait, on fonctionnait par décor beaucoup pour réfléchir à la cohérence aussi et à nos références. Et par exemple, le club, on a beaucoup parlé de Cassavetes. D'un coup, un cinéma où la caméra est comme spectatrice des choses et assiste au concert, alors qu'à l'inverse, pendant les émissions télé, la caméra, elle dirige, puisque en fait, c'est mis en scène pour la caméra. Alors que dans les scènes de club, elle regarde ce qui est en train de se passer. Et donc, en fait, je pense qu'on fonctionnait aussi par collision d'univers. Et après, il y a des choses qui traversent le film, comme je parlais de De Palma, mais Phantom of Paradise, qui est une référence, c'est que des films que je cite, mais parce que c'était beaucoup des films en fait. Pierre et Gilles, Pierre et Gilles, mais c'est vrai que le film, encore une fois, en fait, l'idée de la mise en scène, c'était de faire exactement le contraire de ce que les personnages vivent, c'est-à-dire, c'est de leur proposer de créer un lien là où il y en a pas. C'est-à-dire que le film, en fait, les personnages, le monde les oppose parce qu'elles viennent de milieux différents, elles font d'une musique différente, et le monde leur dit, vous ne pouvez pas vous aimer parce que vous n'allez pas ensemble. Et le film essaye de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire de créer du lien où là, a priori, il n'y en a pas. Donc, entre les mélodrames classiques et les clips de Britney Spears, je sais qu'on a beaucoup regardé Sometimes, par exemple, dans cette photo avec un grand soleil. Bon, malheureusement, on est à Bruxelles, on n'a pas eu le grand soleil de Sometimes californien, quoi. Mais voilà, de lier des choses qui, a priori, ne vont pas ensemble, et là, de créer une harmonie d'une visible disharmonie, quoi. Donc c'était vraiment ça l'idée. Donc effectivement, mais on avait quand même surtout des références de cinéma, je crois, cinéma ou en tout cas de vidéos, des clips, des émissions télé, mais
assez peu de photos, je crois, à part Ouais. Pierre et Gilles. Et du coup, je trouve que c'est aussi étonnant de voir qu'avec les mêmes outils, parce qu'en fait, si on regarde les projecteurs, par exemple, qui éclairent le club et les projecteurs qui éclairent la scène de télé, c'est les mêmes. C'est presque parfois les mêmes couleurs, mais en fait, c'est juste qu'on les regarde de manière différente, on les travaille de manière différente, la matière aussi de l'image est différente, et donc en fait, ça induit une esthétique qui est pas du tout la même, mais c'est quand même les mêmes outils, quoi. Bah, d'ailleurs, ce qui est très drôle, parce que tout à l'heure, on parlait du lien entre finalement les fondus enchaînés et les émissions de télé-réalité. Mais là, c'est vrai qu'on regarde, par exemple, une des références visuelles, c'est The Girl Can Help It de Frank Tashlin, notamment avec ce bleu de Technicolor qui est le bleu qu'on retrouve dans le film. Et d'ailleurs, ce bleu, on le retrouve donc chez Tashlin, dans certains mélodrames de Cirque aussi. Je pense que le bleu de Blue Velvet de David Lynch il vient aussi de là. Et ensuite, dans La Nouvelle Star, c'est quasiment le même bleu. Donc, encore une fois, il y a ce lien comme ça qui se dessine, enfin, la couleur qui traverse des films en tout cas des objets assez différents. Et voilà, encore une fois, c'était l'idée peut-être de réenchanter ou de retrouver des choses euh, anachroniques, enfin presque pas ringardes, mais voilà, Ouais. de réutiliser des Et- choses. Et c'est là, effectivement, où la matière, elle est quand même importante. C'est-à-dire que d'un coup, se dire que sur une émission de télé, les peaux sont lisses, elles irradient, il y a vraiment un truc de peau parfaite, alors que dans le club, on va plutôt mettre de la matière, faire un peu fourmiller les choses, les faire travailler plus sur la sous-exposition, donc des zones très sombres. Enfin, en fait, c'est presque avec les mêmes éléments, mais pas exactement la même recette, quoi. Mais dans ce côté aussi très lisse, comme tu disais, très sur certains aspects en tout cas, ou dans ce côté un peu concours. Alors c'est pas non plus une parodie de la Starac, mais c'est presque ça, une remise au goût du jour de la Starac, on va dire. Il y a surtout, moi j'ai perçu vraiment une forte critique du Star System, de l'industrie musicale aussi, qui montre que pour réussir, les critères sont plutôt hétéronormés. Qu'est-ce que tu voulais dénoncer à travers ça? Alors, je sais pas si dénoncer, je sais pas si je veux dénoncer. En tout cas, ce que le film, moi, je pense que comme je disais tout à l'heure, le film est un conte et tout est symbolique. Et je pense que là, ça se passe dans le milieu de la musique. Je pense que le milieu de la musique est un peu à l'image du monde dans lequel on vit. Moi, je crois que ce qui est critiqué, c'est le rouleau compresseur de la norme. Et je pense que ce soit dans la musique, dans le cinéma ou dans la vie tout à fait normale. Je pense que l'émission, c'est vraiment, comment dire, une métaphore de ce que c'est d'être une personne queer dans un monde qui ne l'est pas, quoi. Donc, c'est évidemment, le film décrit le milieu de la musique, mais pour moi, c'est vraiment plus large et c'est vraiment, le film dit à quel point ça peut être destructeur d'essayer d'être une personne queer dans un monde où effectivement la norme s'infiltre partout, quoi. J'ai aussi une question sur qu'est-ce que tu penses du côté concours. Parce que je trouve que c'est aussi la norme en fait. Pour moi, le côté concours, c'est aussi monter les gens les uns contre les autres. Alors on voit que ça peut être super pour une fille comme Mimi qui a monté comme ça, qui a émergé comme ça. Et en même temps, c'est le principe, du coup, ça en brise d'autres. C'est au prix d'en briser d'autres en fait. Et on voit que Billy, elle est complètement détruit ce personnage en fait à cause du concours. Qu'est-ce que tu penses justement des concours comme ça? Ben non, c'est vrai, c'est très juste. Je pense que si on va vraiment loin dans l'idée queer, c'est de ne pas mettre les personnes en compétition. Et d'ailleurs, c'est ce que sans trop dévoiler, mais la fin du film essaie plutôt de dire réunissons-nous ensemble et soyons plus doux les uns avec les autres, quoi. Et effectivement, ce qui est plutôt l'inverse d'un concours est de mettre tout le monde en opposition, quoi. Ouais, complètement. Mais écoutez, merci beaucoup, merci Marine, merci Alexis. C'est déjà la fin de notre émission. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur les réseaux sociaux du FIFAM. À la prochaine.